Scorfinari, c'est la plus grosse chaîne de finance en France et chaque semaine, ils nous sortent une vidéo sur le concept qui les a fait connaître, le suivi de patrimoine. Mounir, le fondateur, inspecte les comptes et investissements d'un abonné, puis donne le fameux Scorfinari, une note sur 100. Et il y a 2 semaines, pour la première fois, on a eu quelqu'un qui a atteint le score parfait, 100 sur 100, et ça voudrait dire quoi? On est tombé sur l'investisseur parfait, sans aucun défaut. Perso, je ne le pense pas, et à la vue des commentaires, je n'étais pas le seul, donc aujourd'hui, accroche-toi bien, on fait l'analyse de patrimoine de Mounir, et tu vas voir que j'ai trouvé notamment 4 points sur lesquels je suis pas du tout d'accord. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, très rapidement pour me présenter, moi c'est Rémi, j'ai 30 ans et sur cette chaîne je partage mon parcours d'investisseur ainsi que mes réflexions, et il y a quelque chose que j'adore, c'est remettre en question les idées que tout le monde pense vraies, moi inclus. Donc ne vois pas cette vidéo comme un clash ou quoi que ce soit, hein. Le but aujourd'hui c'est d'approfondir. Si d'ailleurs Mounir veut faire l'analyse de mon patrimoine, je me plierai au jeu, il n'y a pas de souci. Et ceci étant dit, passons au profil d'investisseur qu'on va voir aujourd'hui. 22 ans et c'est le perfect, 100 sur 100. Il coche toutes les cases, notre ingénieur dans la ventilation nucléaire, c'est très précis. En concubinage, sans enfant, apprenti ingénieur en ventilation nucléaire. C'est pas mal l'apprentissage, c'est une bonne formule. Ça permet de faire financer vos études tout en étant assimilé, emploi à plein temps, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. Et c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, il nous en parle ici. Et en plus, un des vrais avantages de l'apprentissage, c'est que tu mets déjà un pied dans le monde professionnel, et aujourd'hui, avec le marché de l'emploi qui est un peu bouché, quand t'arrives avec déjà quelques années sous le coude, ça t'aide vraiment. Je suis à l'aise avec le risque, sans héritage et adepte du mouvement FIRE. C'est quoi le mouvement FIRE? L'idée, c'est de dire, plus vous investissez une part importante de votre salaire, plus vous allez pouvoir partir à la retraite tôt. C'est pas une retraite au sens vous touchez une retraite de l'État, mais par contre, vous allez pouvoir arrêter de travailler. Le mouvement FIRE, c'est quand même quelque chose de spécial. On se dit, on va charbonner au début de sa vie, comme ça, on peut partir plus tôt et profiter du reste. Et il y a beaucoup, du coup, de commentaires qui vont être, oui, mais si t'arrive un truc avant que tu partes à la retraite, en l'occurrence, lui veut partir à 40 ans, t'auras pas profité de ta jeunesse, machin, c'est bête de passer à côté de ça. Perso, je suis quand même assez partagé là-dessus, parce que autant, les gens font ce qu'ils veulent de leur vie, y a pas de souci, mais le vrai sujet, c'est les chiffres. Est-ce que tu auras assez d'argent pour vivre convenablement? Parce que oui, forcément, si tu peux partir à la retraite, tu peux kiffer, tu partir en vacances, oui, c'est génial. Mais par contre, si en fait il y a un crash, t'as pas économisé assez, t'as plus de budget, donc tu vas devoir rester à la maison toute ta vie parce que t'as pas assez de sous. Moi voilà, ça serait sur ce point que j'ai envie d'appuyer. Son objectif, du coup, 1 million d'euros net à 40 ans. Je vous rappelle qu'aujourd'hui il a 22 000 euros et il a 22 ans. Donc dans 18 ans, il va falloir faire un gros jump, on va regarder si c'est possible. Ouais, voilà, exactement comme Mounir dit, un sacré jump pour passer de 22 000 euros à 1 million en 18 ans. Voilà, là, t'as quasiment rien, t'as 2%, il te reste 18 ans, il va falloir charbonner. Partie de zéro à l'époque. Je veux ensuite m'installer en Thaïlande ou en Amérique du Sud et vivre des revenus de mon capital, soit via la règle des 4%, soit via un crédit Lombard. Donc ça, je vais vous mettre le lien de la vidéo que j'ai fait sur le sujet dans la description. La solution du crédit Lombard, Mounir, il l'adore, il en vend toujours les mérites. En plus, ça paraît génial sur le papier. Tu mets ton portefeuille en garantie pour emprunter, c'est-à-dire que voilà, ton portefeuille, lui, t'as même pas besoin de retirer, il peut continuer à travailler, à grossir de son côté, à la fin, tu le récupères, mais il y a quelques points qui n'énoncent jamais. Bon, déjà, c'est un crédit, à la fin, il faut le rembourser, bien sûr, tu peux refaire un crédit Lombard pour le refinancer, etc., mais un crédit, il y a aussi un taux d'intérêt. Annuellement, le crédit Lombard, ça va être autour de 2-3%, tu peux toujours te dire, oui, mais c'est pas grave, parce que mon patrimoine à côté va faire plus 6, plus 7, plus 8, donc ça compense. Sauf que là, on parle de quelqu'un qui va aussi retirer avec la règle des 4%. Donc tu te retrouves à retirer 4% de ton patrimoine, plus il y a 2% qui part en intérêt. Tu vois à quelle vitesse en fait ton capital peut fondre, et une vraie limite du crédit Lombard, c'est l'appel de marge. La banque prend ton portefeuille en garantie, sauf que s'il y a une baisse sévère du marché, disons par exemple 30%, la banque, elle va dire ok, il faut remettre de l'argent, il faut remettre des actifs parce que votre portefeuille, il est plus assez solide. Soit ils vont te demander de rembourser une partie du prêt directement, soit ils vont te dire écoutez, vous pouvez faire aucun des deux, on va vendre les actifs parce que nous, ça nous va pas. Et c'est exactement ça le problème. Toi, tu vas être dans la solution où tu n'auras pas d'argent à côté, tu ne pourras pas renflouer le trou à cause de cette crise, et du coup, tu vas devoir vendre tes actifs pendant la crise, donc les vendre au pire moment. Et c'est un peu ça le danger, c'est que si tu fais un crédit Lombard, il y a un scénario qu'on peut dire un peu catastrophe, mais en fait où tu perds tout directement. Et du coup, l'idée de partir à la retraite à 40 ans et vivre 40 ans encore derrière avec les intérêts, ça va vite tomber à l'eau. Donc attention, le crédit Lombard, c'est un beau dispositif quand tu as énormément de capital, mais c'est pas magique non plus. Du coup, à l'aise avec le risque, en mars 2026, j'ai contracté un prêt étudiant de 40 000 euros sur 9 ans à 1,2
% avec 3 mois différés, entièrement dédiés à l'investissement. Bon, ça, clairement, je vous rappelle que le prêt étudiant, c'est pas fait pour ça. Hein. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de cas là, ces dernières années, et d'ailleurs, je sais aussi que certains étudiants qui ont fait des stages chez Finari le font, et l'ont fait avec succès, mais il faut être conscient du risque. Et donc là, il a un différé de 3 mois, c'est-à-dire que concrètement, alors on va voir si c'est un différé partiel ou total, mais il ne paye pas d'intérêt, à minima, peut-être qu'il ne rembourse pas de capital non plus. Mais bon, le taux est très faible. Non mais... 1,2%, c'est excellent. Aujourd'hui, les taux sur les emprunts immobiliers, on est plutôt à 3,5%, donc c'est bien plus élevé. Après là, c'est un emprunt sur 9 ans, donc évidemment plus court. Mais c'est quand même super intéressant. Là, je trouve que c'est un gros problème. Mounir, il est pas assez dur sur le fait que le mec, il a fait un prêt étudiant pour l'investir. Finari, c'est une chaîne regardée par des centaines de milliers de personnes, dont énormément de jeunes qui commencent l'investissement. Donc forcément, tu vas avoir des gens qui vont entendre Mounir dire « Bon, c'est un truc assez classique que j'ai vu plusieurs fois, en plus, qui s'est fait avec succès. » Et en plus, il dit le taux est intéressant, 1,2%. Et donc, vraiment, tu vas mettre dans la tête des gens que c'est normal de faire un prêt pour de l'investissement. Et non, ça ne l'est pas. C'est un risque. Dès le premier jour où j'ai reçu les fonds, j'ai investi 50%, soit 20 000 € en lump sum. Ça veut dire en un coup. Il n'a pas fait du DCA, il n'a pas investi mois par mois, il a investi tout d'un coup. J'ai perdu 2 000 €, voilà, il nous le dit, en 2-3 jours, début de la guerre en Iran. Voyant ceci, j'en ai profité pour renforcer mes positions. Ok, donc plutôt, on est vraiment sur quelqu'un qui est en contrôle. Ah, en plus, là, c'est chaud. On ne dit même pas qu'on va emprunter l'argent pour la mettre sur un placement sécurisé, type, je sais pas, un livret A ou un LEP qui aurait un meilleur taux d'intérêt que le taux que tu payes pour ton prêt. Non, là, on dit on va mettre sur de la bourse et des cryptos. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, mettre un prêt étudiant en investissement, en plus d'être dangereux, est-ce que c'est même pas illégal, en fait? Et du coup, j'en ai profité pour poser la question à Matt, un ami qui fait des vidéos YouTube sur de la finance, mais qui s'avère aussi être un banquier. Quand j'entends Mounir parler comme ça, je me demande une chose, c'est il y a des crédits thématiques. Typiquement, un crédit auto, c'est pour financer une voiture, un crédit étudiant, c'est pour financer tes études. Mais vous, du côté de la banque, Matt, est-ce que vous allez déjà vérifier que l'argent est dépensé comme elle devrait l'être? Et aussi, est-ce qu'il y aura des recours? Est-ce qu'on, je sais pas, on annule le crédit si on voit que l'argent est mis en crypto au lieu des études? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous faites de votre côté? Techniquement, on peut pas dire qu'il a tort. T'as beaucoup d'établissements bancaires qui demanderont pas forcément de justificatif pour décaisser les fonds de ce prêt. Et c'est vrai que je connais plein de gens qui ont déjà fait cette opération-là, mais pour la placer sur des livrets à taux boostés, des assurances vie en fonds sécurisés, ce genre de choses, mais certainement pas en crypto. Et là où c'est dangereux, c'est que Mounir, même s'il n'est pas conseiller bancaire, là, il nous fait clairement un défaut de conseil. Emprunter de l'argent pour aller l'investir sur un marché qui est un des plus risqués, à savoir les crypto-monnaies, c'est hyper dangereux. Si le marché se casse la gueule et perd 50% de sa valeur, par exemple, tu démarres ta vie dans la merde avec un prêt étudiant remboursé, c'est hyper dangereux. Et ton conseiller, même si tu l'aimes pas vraiment, il est censé devoir te protéger et t'empêcher de faire n'importe quoi avec ton argent. Donc en l'occurrence, faire un prêt étudiant pour l'investir en crypto-monnaie. Bon, pour le coup, je me suis planté, il n'y a rien de vraiment illégal. Cependant, attention, il y a quand même de sacrés risques derrière. Grâce à mon entreprise, j'ai accès au plan épargne groupe. Voilà, je vous le disais, PEG, plan épargne retraite, qui comporte tous deux des abondements. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est, il nous l'explique ici, j'envoie 50 € directement de mon salaire et je reçois 100 € d'abondement d'actions Bouygues. Donc là, juste que vous compreniez bien, ça veut dire qu'il a un abondement de 200%. Ouais. Il met 50 € de sa poche, l'entreprise donne 100 € d'actions gratuite. Clairement, si tu as une entreprise, quand tu mets 1 €, elle en rajoute 2, il faut absolument profiter de ce dispositif au maximum. Et ça aurait été assez intéressant de savoir jusqu'à où il peut pousser ça, parce qu'il y a des limites d'abondement. Hein. Les entreprises peuvent te dire je donne jusqu'à X mille par an, mais il y a aussi une limite légale. Si c'est une entreprise qui va te donner des actions, là par exemple, c'est Bouygues. Si lui, il travaille pas en fait au sein du groupe Bouygues, je crois que ça va être autour de 3 500 €, 3 600. Par contre, voilà, s'il est chez Bouygues, là, ça peut monter jusqu'à 7 000. Donc quand même, c'est un beau bonus, t'imagines, tu peux toucher 7 000 € par an gratuitement, entre guillemets, c'est vraiment sympa. Et ensuite, il a le PER, virement de 50 €, abondé de 50 €, 100 € par mois, fonds répliquant l'Eurostoxx 600. Bon, en plus, c'est un bon PER. Mais bon, là, c'est un peu moins intéressant, à mon sens, puisque l'argent est bloqué jusqu'à la retraite. Mais bon, c'est de l'argent gratuit, donc il a raison d'aller maximiser. Ouais, pour le PER, Mounir, il le dit bien, le défaut, c'est que c'est bloqué jusqu'à la retraite, sauf que notre ami, il veut partir à la retraite avant l'âge légal de la retraite. Et du coup, le PER, tu pourras pas le débloquer de suite. Donc ça fait dire qu'il aura vraiment cette enveloppe qu'il pourra pas toucher pendant les 25 premières années de sa retraite anticipée. Du coup, avant de regarder son patrimoine, on va regarder les questions. En stock picking, PEA, combien d'actions gardées? Les positions à 1-2% du PEA me semble inutile. Le PEA, j'imagine qu'il est chez Bourseau. Bon, il est très US, évidemment, avec le S&P. Ensuite, marché émergent, Europe. Donc, c'est intéressant, il n'a pas pris de Word, il a préféré reconstituer quelque part les indices. Ensuite, du stock picking, et c'est là où il nous disait qu'il avait un doute, puisqu'il a Hermès qui a pris assez cher, mais bon, lui, il l'a pas depuis très longtemps.
Le luxe, en général, a pris assez cher. Hein. LVMH, voilà, vous avez des positions à 140, 300, 500. Sur un PEA à 30 000 euros, c'est vrai que ça paraît pas super optimal. Ouais, le stock picking, c'est vraiment une question de goût. Perso, moi non plus, j'aime pas. Et puis, bah, voilà, comme Mounir dit, le mec commence à acheter plein de lignes différentes. Donc, ça fait plein de petits frais qui s'accumulent. Et en plus, voilà, il achète des actions françaises. Faut pas oublier, les actions françaises, à l'achat, t'as un truc qui s'ajoute aux frais de courtage. La TTF, c'est 0,4% en plus. Donc, tu te dis, si à chaque fois que tu fais de l'achat-revente, tu te rajoutes 0,4%, bon, voilà, tu vas te faire dégommer en frais, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose à améliorer en soi. Vous voyez, les frais sont évidemment au plancher parce que y a pas de mauvaise surprise, hein. Tout va bien. Alors non, par contre, il n'a pas les frais au plancher parce que chez Boursorama, tes frais de courtage sont à 0,5% quasiment tout le temps, et c'est d'ailleurs la limite légale, tu peux pas avoir plus. Donc voilà, dès qu'il achète ou revend quelque chose, 0,5% de frais, alors que notamment, il pourrait optimiser ça s'il passait avec un ETF de iShare qui a un partenariat avec Boursorama, par exemple la MSCI World, voilà, il n'aurait pas besoin de payer des frais de courtage à l'achat, ou même il pourrait passer chez un autre courtier, je sais pas, par exemple, tu aurais XTB où tu as 0% de frais jusqu'à 100 000 euros investis par mois, tu as Trade Republic où tu peux faire des investissements programmés, tu as, je sais pas, Saxo Bank aussi, pour les gros investissements, ont des frais très intéressants. Donc bref, il y a une variété de solutions. J'ai d'ailleurs fait un comparatif complet auquel j'ai intégré un calculateur de frais. Je te laisse ça en description si tu as envie de trouver le meilleur PEA pour ton profil. Donc sur le PEA, j'ai envie de te dire, oui, j'enlèverai les petites lignes, mais ça me semble pas être super important. Si ça te fait mieux dormir la nuit, enlève-les. Sinon, juste arrête de contribuer et investis ton DCA sur les grandes lignes. Ensuite, il y a un Trade Republic où là, il se fait plaisir sur du stock picking. C'est un peu dommage, je trouve, d'acheter du Ferrari ou du Pernod Ricard dans un compte titre. Autant l'acheter dans un PEA. Alors théoriquement, oui, ça aurait été plus intéressant de mettre ses actions sur un PEA parce que déjà, tu as l'avantage fiscal au bout de 5 ans, tu payes pas les impôts sur les plus-values, et en plus, il n'y a pas le frottement fiscal. Quand ça reste à l'intérieur de ton PEA, tu n'es pas taxé sur les dividendes. Sauf que là, on a un petit souci, c'est que Pernod Ricard, il en a pris pour 10 euros, sauf que l'action est à 63 euros. C'est pour ça qu'en fait, il a 0,17 actions Pernod Ricard, sauf que sur un PEA, tu ne peux pas mettre de fraction d'action. Donc déjà, là, il était bloqué. Et deuxièmement, Ferrari, lui, il a plus d'une action, il en a 2,27 pour le coup. Il aurait pu prendre 2 actions sur un PEA, tu vas me dire. Sauf que chez Bourso, tu es bloqué. Pourquoi ? Parce que quand on est sur des actions européennes qui ne sont pas cotées à Euronext, c'est le cas de Ferrari. Là, le minimum d'or n'est pas de 100 euros, il est de 2500 euros. Donc, il aurait dû sortir un sacré billet pour acheter du Ferrari. Et je pense que c'est pour ça qu'il l'a tout simplement fait sur son compte titre. D'ailleurs, toutes ces infos comme le minimum d'or sont disponibles directement sur mon tableau comparatif. Donc, est-ce que ta stratégie, elle correspond à ton objectif de FIRE ? J'ai envie de dire oui. Là, aujourd'hui, on regarde le patrimoine de loin, on prend un peu de... Moi, j'ai vu les cryptos en dessous. De FIRE ? J'ai envie de dire oui. Ah oui, les cryptos, Ah oui, ok, bon. Bon, les cryptos, je suis malheureusement pas étonné qu'on s'arrête pas trop dessus, alors que Finari, pourtant, ils aiment bien ça. Mais là, voilà, le mec vient d'investir dessus, il y a du moins 7% sur Bitcoin, moins 14% sur l'Ethereum, et on voit quoi ? Déjà 675 euros de perdu. Bon, c'est de la moins-value latente, mais le mec vient à peine de mettre de l'argent dessus, et c'est ça, la réalité d'un investissement. Ça peut monter, mais ça peut descendre aussi. Donc, attention, je dis pas que les cryptos, là, il fait un prêt sur 9 ans. Je dis pas que dans 9 ans, ce sera forcément perdant. Peut-être ça aura fait x2, x4, ça, j'en sais rien. Mais c'est la réalité. On n'est pas sûr, peut-être que dans 9 ans, il va perdre de l'argent avec ça, et de l'argent, du coup, qu'il va devoir rembourser derrière. Donc là, on a fait la simulation, on est parti de ton patrimoine actuel. Alors évidemment, on a pris le patrimoine net, puisque le patrimoine brut, on prend 40 000 euros d'emprunt. On a splitté entre bourse et le reste. Le reste est en cash. On va dire que tu vas tout investir en bourse, toi, et que tu vas investir 2 000 euros par mois. Actuellement, t'es à 1 000 euros par mois. Donc là, on a mis 24 000. Alors vous allez me dire pourquoi 24 000 alors que tout à l'heure, on disait qu'il investissait 1 000 par mois, parce qu'en fait, en regardant un peu, on voit que les ingénieurs en nucléaire peuvent quand même gagner beaucoup plus. Profil junior, 3 500 brut. Après quelques années d'expérience, on est aux 5 000. Bon là, investir 2 000 par mois quand on est à 5 000 et quand on a ta rigueur, ça me semble vraiment pas déconnant, surtout si t'es en couple en plus et que tu partages du coup les charges de loyer notamment. Ah oui, bien sûr, il pourra investir plus après, mais est-ce qu'il aura des enfants ? Parce que je crois que ça coûte très cher ces choses-là. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, que dit le simulateur ? Je vous rappelle que c'est purement illustratif, mais néanmoins, il y a quand même des indications intéressantes. On t'a donné évidemment les 18 années d'épargne qui te restent. Le rendement de la bourse, on a été assez réaliste. C'est le rendement de la bourse historique. Je vous rappelle qu'il y a de l'inflation, donc on a mis l'inflation ici. Vous avez le rendement du reste, 5%. Les taux d'imposition, puisque
qu'on est parti du principe que tu investis via le PEA. Bon, alors si tu investis cette somme sur le PEA, tous les ans, au bout de 5 ans, il est rempli. Et aussi, les taxes sur le PEA, maintenant, c'est plus 17,2, c'est 18,6. Petit cadeau du début de l'année. On aime. Mais bon, si la personne investit à côté sur un plan d'épargne d'entreprise et un plan d'épargne retraite qui ont des taxations qui, eux, sont à 17,2, bon, de toute façon, la différence sera marginale, ça va pas changer les calculs. Et donc, ça nous donne un patrimoine de 665 000 euros, ce qui est quand même très beau à 40 ans, quasiment que du financier. Et d'ailleurs, vous voyez, la richesse accélère fortement parce qu'en fait, les dernières années, avec ce patrimoine, il fait 40 000 euros par an, 50 000 euros même. Parce que forcément, vous générez des intérêts sur des montants qui sont très importants. Et le million, ça me semble injouable, à vrai dire. Il faudrait que tu investisses beaucoup plus. 35 000 euros, ça paraît impossible d'investir 35 000 euros. Ça voudrait dire 3 000 euros par mois. Ça veut dire qu'il faudrait que tu gagnes vraiment beaucoup plus, ou peut-être que tu fasses de l'expatriation d'ailleurs. Là, on part du fait qu'il y aura une augmentation, ce qui est sûrement vrai, mais on l'intègre un peu directement à l'équation. Sauf que quand on parle d'intérêt composé, c'est l'argent qui reste investi le plus longtemps qui en bénéficie le plus. Et donc, si tu pars du fait que tu auras plus d'argent au début, forcément, les résultats sont encore meilleurs. Après, il y aura de l'autre côté, l'argent qu'il investit à un endroit, elle peut être multipliée s'il est sur le plan d'épargne d'entreprise ou le PER. Donc, on va dire encore une fois, ça se vaut. Mais là, ça semble très compliqué. C'est clair, en 18 ans, c'est vraiment très ambitieux. D'ailleurs, vu qu'on parle d'immobilier, c'est important de parler des SCPI. Est-il possible de contracter un prêt ? Bien sûr que c'est possible de contracter un prêt. On peut prendre un prêt, on peut prendre un prêt IMO, on peut prendre un prêt à la conso. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que sur une SCPI, le prêt, la mensualité sera jamais couverte par les loyers ou les dividendes. Donc il faudra forcément remettre de ta poche. Mais pourquoi pas, ça peut être une façon de générer des revenus. Mais attention, il faut se diversifier correctement. Donc, il faut prendre plusieurs SCPI. Il faut prendre des SCPI qui investissent dans plusieurs pays, qui ont plusieurs types de biens. Donc, il faut vraiment y aller avec attention. Mais c'est tout à fait possible. Vu que tu es en CDI, tu vas bientôt, t'es en apprentissage, mais tu vas bientôt être en CDI, je l'imagine, tu n'auras aucun problème à obtenir un emprunt. Voilà, le mec veut encore repartir faire un autre prêt, tu vois, il a son prêt étudiant, il veut refaire un prêt pour les SCPI. Attention, parce qu'on a toujours l'impression que l'immobilier c'est du safe, c'est pour ça qu'on emprunte pour acheter un appartement et le louer derrière. Mais il faut savoir, ça n'a plus ou moins rien à voir avec les SCPI, parce que imagine, tu veux acheter pour louer, tu vas avoir ton banquier, ok monsieur, vous gagnez 3 000 euros, donc ça veut dire sur 25 ans, je peux vous faire un emprunt jusqu'à 300 000 euros, sachant qu'après, toi tu sais que ok, l'appart, il sera à tel endroit, je pourrais le louer à tel prix, les charges ça va être tant, tu peux faire ton équation, tu peux savoir globalement combien ça va te coûter par mois. Donc voilà, tu es plus ou moins rassuré, ça va être plus ou moins stable sur les 25 ans où tu rembourses ton emprunt. Par contre, en SCPI, c'est différent. Autant t'as pas les lieux et même les locataires à gérer, mais de l'autre côté, tu es vraiment sur un investissement financier adossé à l'immobilier. Tu as tes variations, par exemple, tu vas acheter les parts d'une SCPI, ces parts peuvent monter ou descendre, 2023, 2025, il y a plein d'SCPI dont les parts se sont vraiment cassées la gueule, et le problème, c'est qu'une SCPI, tu vois, pour vendre les parts, ça veut dire que quelqu'un te les achète, et ça, si personne veut acheter parce que la SCPI va pas bien, t'es un peu bloqué. Donc voilà, les rendements seront pas les plus stables, tu peux avoir de bien meilleurs rendements qu'avec l'immobilier locatif classique, mais ça peut être bien en deçà. Donc, faut faire attention. Pour moi, faire un prêt pour investir sur des SCPI, du levier pierre-papier, on pourrait dire, c'est plus proche du levier que tu ferais si tu investis sur des actions en bourse que du levier que tu ferais si tu investis sur de l'immobilier particulier où tu vas faire de la location derrière. Donc, ça reste mon avis. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais attention, à mon avis, c'est pas si simple que ça. Donc, j'ai l'impression que ce que tu veux faire, tu as exactement le patrimoine qui correspond. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que la note reflète ça. Je vois pas d'optimisation particulière. Tu as raison de ne pas t'acheter d'immobilier, surtout si tu veux bouger. Tu as raison d'investir en bourse parce qu'en fait, tu es obligé de prendre du risque. T'as pas de frais. Voilà. Il n'y a pas de grosse erreur, quoi, en fait. Il y a peut-être faire un peu moins de stock picking, quelques petits ajustements. Mais sinon, si on regarde la note, le 100%, il est logique. Tu coches littéralement toutes les cases. On n'a pas pris en compte, évidemment, la partie immobilier parce que ça ne t'intéresse pas. Mais sinon, tout est bon. Tu investis en soi, tu as une vision long terme, tu as des objectifs clairement définis, tu optimises ta fiscalité, ton patrimoine est liquide. Bon, pour la note, le fameux perfect, je vais pas juger le barème, en soi, c'est une note qui reste subjective, c'est leur avis. Finari, eux, ils aiment bien, quand on diversifie énormément le portefeuille, en plus, ça permet de justifier leur outil, voilà, t'as besoin d'un outil pour tout centraliser. Moi, perso, par exemple, les cryptos, j'ai eu de l'Ethereum à un moment, crois-moi, je ne mettrai plus un euro dessus, mais ça reste mon avis. Pour moi, il y a vraiment un truc qui manque dans ce barème, c'est en fait la vraie conscience du risque. C'est-à-dire que le mec a fait un prêt pour financer ses investissements. C'est un comportement risqué, malheureusement. En fait, c'est ça. On oublie trop souvent, et c'est d'ailleurs un des pièges de la bourse actuelle, avec toutes les chaînes comme Finari ou même la mienne, on a l'impression qu'en bourse, on ne fait que gagner.
en bourse, ça ne fait que monter. Alors que la réalité, c'est qu'il y a des périodes où ça va très mal. Si tu avais investi au début, juste avant le crash de la bulle Internet, pendant 10 ans, en fait, t'aurais rien fait. T'aurais été à zéro, quoi. T'aurais été mieux sur un livret A, t'aurais été mieux sur n'importe quoi. Mais bon, là, on peut toujours justifier par le fait que la personne va aller à la retraite très tôt, donc elle doit prendre énormément de risques pour avoir le potentiel de croissance suffisant. Mais n'oublions jamais, un risque est un risque. En tout cas, voilà, c'était mon analyse. Merci à Finari, quand même, de faire des vidéos qualitatives qui démocratisent les finances personnelles. C'était Rémi et je te dis à la prochaine. Ciao!